merci d'être là, nombreux, pour cette conférence de Pascal Ottavi, qu'on ne le présente plus à l'université, mais enfin, on va quand même dire qu'il est professeur des universités en 73e section, donc spécialiste de langue et culture corse. Et en même temps, ce parcours de langue et culture corse amène à des réflexions beaucoup plus larges, parce qu'il ne faut pas imaginer non plus que penser langue corse, c'est penser seulement patrimoine, défense et illustration d'une langue régionale. Penser la langue, c'est toucher le cœur de la problématique de l'identité. L'identité, c'est toucher à l'altérité. Et de fil en aiguille, on en arrive dans cette section à réfléchir sur des éléments de citoyenneté, des éléments de rapport à l'autre. Et bien entendu, Pascal a orienté sa recherche et ses réflexions sur cette problématique-là, ô combien d'actualité. C'est-à-dire qu'on est amené à réfléchir sur ce que l'on peut faire pour vivre ensemble dans ce pays, en trouvant le juste compromis, c'est peut-être un petit peu abusif, mais en trouvant la juste voie entre le fait d'être soi, ici collectivement, le fait d'être un sujet dans toute sa complexité, et le fait d'être aussi dans l'universel. Tout ça est vraiment une question énorme aujourd'hui. D'aucuns l'entendent, d'autres sont un peu plus sourds, et nous, à l'université, nous sommes là pour faire avancer cette question en la problématisant. Ti ringraziamo Pasquale di essere con noi oggi e ti prego una buona conferenza con tutti questi antichi che noi accogliamo oggi. Tocca a te. Ringraziati, allora saluto a tutti, ringraziabili di essere presenti con questo tempo che d'ailleurs piuttosto a voi stasera in casa Zoya vicino a vous. Donc je vais vous parler avec ce titre, Corse, gestion de soi, gestion de l'autre en soi. Vous verrez pourquoi j'ai choisi ce titre. Comment dire, l'idée m'est venue en lisant un auteur, Gilbert Dalgalian, qui est un spécialiste du bilinguisme et du plurilinguisme. Et donc, les propos qu'il tenait dans son ouvrage, qui s'appelle Enfance plurilingue, qui est un ouvrage sorti dans les années 2000, donc, m'ont amené à me questionner sur le bilinguisme. Alors bon, vous me direz qu'en ce qui me concerne, et en ce qui concerne aussi l'UMR LISA, c'est quand même une vieille habitude maintenant. Donc l'université, c'est son rôle, s'intéresse depuis longtemps aux questions identitaires et linguistiques. Donc on parle à l'extérieur de la sociolinguistique cortenaise et de ses apports à la sociolinguistique des langues minorées. Et comment dire, les problématiques, les questions de recherche se sont élargies au fur et à mesure des années pour évoluer aujourd'hui, je dirais, à la fois dans le sens de l'ouverture au bilinguisme, au biplurilinguisme, comme le rappelait Jacques Thiers hier sur les ondes d'RCFM, et aussi à tenter de reposer la question identitaire, en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire, la question identitaire et linguistique, dans le cadre de la globalisation. Voilà, dans le cadre, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous vivons dans un territoire qui est traversé par des courants et des flux divers, humains, économiques, culturels, symboliques. Et donc, sans doute, la question de l'identité ne peut-elle plus être posée comme on l'avait fait dans les années 70 ou 80, en raison de l'évolution de la situation de l'île et de l'évolution de la situation du monde en général. Donc, il s'agit de se poser des questions, de s'interroger sur la gestion de la complexité et de la complexité dans la société. Bon, vous savez ce qui s'est passé au mois de janvier en France. Bon, la complexité peut présenter des aspects extrêmement brûlants, voire malheureusement purulents. Hein. Donc, comment imaginer ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui est une expression un peu galvaudée aujourd'hui, malheureusement. Mais comment imaginer un vivre ensemble durable dans lequel tous les membres d'une société puissent se retrouver et accepter de partager du commun tout en pouvant conserver un certain quant à soi
et tout en faisant que ce quant à soi ne nuise pas, je dirais, au partage du commun. Donc vous voyez que ce n'est pas une question qui est quand même d'aspect d'abord facile. Voilà. Alors, voilà, je vous ai mis cette fleur, parce que c'est une fleur sauvage, hein, du violet zambrancasio. Donc c'est ce qu'on appelle en français le pancras d'Illyrie. Hein. Ça pousse dans les montagnes, dans les rochers, dans des endroits impossibles au début mai, donc à l'époque de la fête de Saint-Pancras. Mais bon, c'est un peu pour symboliser le projet de cette société complexe. Vous voyez que la nature a trouvé le moyen de faire éclore des fleurs absolument magnifiques dans des endroits terriblement sauvages où rien ne les prédispose à s'enraciner. Voilà. Alors, mon exposé se déroulera en 3 parties. Le premier donc sera consacré à la question linguistique et identitaire, c'est-à-dire la question corse, hein, qui est posée depuis plus d'un siècle, et bien plus que cela en fait. Le corse, donc moi j'appelle ça ici, je prendrai le parti peut-être un peu provocateur d'appeler ça une langue minorée qui a réussi son coup, alors entre guillemets, hein, pardonnez-moi cette expression triviale. Et puis, je m'intéresserai à la question de la Corse comme société multiculturelle. Alors, lorsque je parle de Corse comme société multiculturelle, de mon point de vue, je ne fais qu'énoncer une banalité. Les sociétés qui sont incluses dans l'espace de l'Union européenne sont toutes, de fait, aujourd'hui, des sociétés multiculturelles. Alors, la France, en général, est une société multiculturelle. Alors, le problème, ce n'est pas d'être une société multiculturelle, ce sont les faits. Le problème, c'est d'être capable de le concevoir, d'une part, et d'autre part, de l'accepter. Et ça, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors, premièrement, évidemment, il y a, et là, l'Université de Corse s'intéresse à ces questions depuis son ouverture, depuis 80, il y a la question culturelle difficilement réductible. Alors, je passerai ensuite à quelques données factuelles et je finirai sur de la langue, de l'identité, de l'éducation. Voilà donc les 3 parties de mon intervention. Question culturelle difficilement réductible, de quelques données factuelles, de la langue, de l'identité et de l'éducation. Alors, comment la communauté d'origine, donc la communauté corse, la communauté d'origine, ce qu'on appelle la communauté historique, prend en compte la complexité nouvelle qui se pose et qui s'impose en ce début du XXIe siècle. Donc c'est à ça que j'essaye de réfléchir. Je ne suis pas le seul dans le cadre de l'UMR LISA. Alors, je voudrais tout d'abord parler des raisons du titre, où je parle de gestion de soi et de gestion de l'autre et de l'autre en soi. Donc, je reprends une phrase de l'ouvrage de Jean-Pierre Dalgalian, hein, Enfance plurilingue, en se familiarisant avec les sons, les concepts, les mots de l'autre culture, le bilingue intériorise tout jeune une autre façon d'être. Il intériorise l'autre comme une part de lui-même, une autre modalité de lui-même. Bon, ça, c'est un propos que j'ai lu dans son livre, mais que j'avais tenu moi-même avec un ami, auparavant, avant d'avoir lu le livre. Donc, je pense qu'un certain nombre de personnes qui réfléchissent sur le bilinguisme ou sur autre chose ont à un moment donné les mêmes dispositions d'esprit, les mêmes façons de concevoir les choses, mais il y en a un qui l'écrit avant les autres. Voilà. Et donc, moi, j'en sais gré personnellement à Gilbert Dalgalian. Mais je voudrais insister sur l'intériorisation tout jeune d'une autre façon d'être, l'intériorisation de l'autre. Et c'est là-dessus, sur l'intériorisation de l'autre, que je souhaite m'interroger. Voilà. Alors, l'expérience grandissant, l'âge venant aussi, le recul, la distance, je pense que lorsque Dalgalian exprime ceci, eh bien, il présente une vision expansive, je dirais optimiste et idéaliste de la capacité acquisitionnelle du jeune enfant, souvent exprimée au bénéfice du bilinguisme et hors de tout contexte. C'est ce dont parle Jim Cummins dans un article qu'il a publié en 2001. Bon, alors Cummins, comme Dalgalian, s'intéresse aux questions de langue, de culture, mais aussi d'éducation, hein, donc à l'éducation bilingue. Et évidemment, quand on se préoccupe d'éducation, si on verse du côté sciences de l'éducation,
on a toujours la tentation axiologique. Alors la tentation axiologique, c'est celle de l'énonciation de principes et de valeurs. Pourquoi on va à l'école? Bien pour recevoir une éducation. Pourquoi on reçoit une éducation? Pour être capable de vivre en société. Ça, c'est le grand principe, je dirais, c'est le principe fondateur de l'éducation. Ça nous apprend, ça nous rend capable de vivre ensemble, et ça nous rend capable de vivre ensemble dans la société démocratique. Donc, d'un certain point de vue, lorsque Dalgalian et Cummins parlent d'éducation bilingue, évidemment, ils sont dans cette vision axiologique, mais qui est aussi, il faut le dire, une vision idéaliste. Alors bon, quand on a des buts en éducation, on se donne des projets en fonction d'un idéal. C'est un peu normal. Mais il faut aussi avoir conscience de ce que peut être le bilinguisme dans son rapport à la société. Si on prend la guerre d'Algérie, par exemple le conflit franco-algérien, bien, il y a un grand nombre de combattants de part et d'autre qui étaient bilingues. Une large partie de la population, qu'elle soit d'origine française ou d'origine algérienne, qui était bilingue. Et ça n'a pas empêché de part et d'autre les massacres de masse. Le bilinguisme n'est pas sociétalement, comment dirais-je, une bonne raison pour avoir de l'empathie envers l'autre. Ça, c'est la première des choses. Il y a tout un tas de circonstances socio-historiques, sociopolitiques. Il y a des rapports de force dans la société. Et évidemment, la définition que donne Dalgalian, elle est un petit peu hors sol, si vous me permettez l'expression. Vous avez le cas du multilinguisme, par exemple, qui est très, très, très important en Afrique noire. Je crois que la République du Congo comporte au minimum 3 langues officielles, sans parler de toutes les autres. Mais ça n'a jamais constitué un frein pour des affrontements identitaires locaux, parfois très, très sanglants. La diglossie, qui marque des rapports de domination entre deux langues. Alors on parle de système diglossique, Romain Colonne parle d'intériorisation de la diglossie par les individus. Eh bien, c'est un bilinguisme qui est complètement déséquilibré, dans lequel le bilingue dévalorise une langue par rapport à l'autre, ou a tendance à dévaloriser une langue par rapport à l'autre. Alors là aussi, il y a des rapports de force. Alors, ça ne tient pas compte, la définition, cette présentation du bilinguisme ne tient pas compte non plus des divers types de bilingualité possibles en fonction de l'histoire du sujet, donc de la personne. Alors la bilingualité, c'est Amers et Blanc, qui sont deux spécialistes qui ont fait un très beau livre qui s'appelle Bilingualité et bilinguisme, qui est sorti en 1983, et qui définissent la bilingualité comme l'état psychologique de l'individu bilingue. Alors cet état psychologique de l'individu bilingue, en ce qui concerne la langue, il se situe au carrefour de la psycholinguistique et de la sociolinguistique. Et on peut être un bilingue heureux, un bilingue malheureux, un bilingue précoce, un bilingue tardif, un bilingue tardif heureux, un bilingue précoce malheureux. Il y a tout un tas de combinaisons possibles dont ne rend pas compte, évidemment, la phrase de Dalgalian. Alors, le bilinguisme, enfin, lorsqu'il existe, je vois qu'il y a des redoublements de voyelles, vous m'excuserez, concerne la société dans toute sa complexité, il n'est pas une plante hors sol. Voilà. Ce que je vous invite à faire, si vous me suivez dans ma réflexion, c'est à considérer le bilinguisme, ou le bilinguisme ou le plurilinguisme en relation étroite avec les problèmes de la société. Le bilinguisme ne fonde pas la société, c'est la société qui fonde des types de bilinguisme. Donc il faut prendre les choses, je dirais, il faut prendre le vecteur en partant de la bonne origine. Voilà. Donc, ce que je critique avec bienveillance chez Dalgalian et Cummins, parce que je partage quand même beaucoup de leurs opinions et de leurs convictions, c'est en quelque sorte, dans cette phrase, une conception anhistorique du bilinguisme et de l'éducation bilingue. Voilà. Donc, je reprends 2 phrases là, de Véronique Castellotti et d'André Duverger. Le bilinguisme en soi n'est pas nécessairement générateur d'une conception plurielle des répertoires et de la compétence. Voilà. Donc, ça me permet, je dirais, d'adosser mon propos et ma critique. Et ensuite, Jean Duverger, pas André, j'espère qu'il me pardonnera, soyons clairs, tous ces effets bénéfiques, tant au niveau de l'apprentissage de langues concernées qu'au niveau de la facilitation, préparation à l'éducation plurilingue, ne seront optimaux que si l'enseignement bilingue est véritablement bilingue et non pas réduit à la somme de 2 enseignements monolingues. Voilà.
il y a le risque, quand on fait un enseignement bilingue, de le réduire à la somme de 2 enseignements monolingues, c'est-à-dire d'adosser l'un à l'autre 2 enseignements qui s'ignorent. C'est possible. C'est tout à fait faisable et ça me semble contraire, en ce qui me concerne, aux objectifs d'une éducation bilingue ou, comme on dit ici, biplurilingue. L'enseignement bilingue en Corse, historiquement, il est construit sur ce que Laurent Gaillot appelle la base de l'option négative. Alors, Laurent Gaillot définit une option négative et une option positive dans son ouvrage. L'option positive, ce serait le choix d'un bilinguisme pour des raisons, je dirais, universalistes. Donc, pour des raisons un peu extraterritoriales et de référence aux droits de l'homme et au progrès de l'humanité, ce qui est tout à fait louable. Et il parle de l'option négative. Alors, il faut se méfier des mots, hein, parce que négatif ne s'oppose pas à positif en termes de normes et de jugements de valeur. Ce qu'il appelle l'option négative, c'est les bilinguismes à base identitaire, c'est-à-dire les bilinguismes qui partent d'une revendication à propos d'une langue minorée, par exemple. Il dit que ces bilinguismes-là peuvent très bien permettre de conduire à terme à la production de l'option positive, c'est-à-dire à des visées universalistes. Il dit simplement, c'est une base de départ. Bon, alors il fallait trouver des mots, c'est peut-être pas les plus heureux, positif et négatif, mais négatif n'est pas chargé, l'option négative ici n'est pas chargée de négativité. Donc elle permet de qualifier une modalité historique d'accès au bilinguisme. Voilà. Parce que, par exemple, hein, bon, vous avez le bilinguisme de l'école corse, c'est un bilinguisme dit d'option négative dans la visée de Laurent Gaillot. Mais vous avez certaines écoles privées qui recrutent des élèves, je dirais, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, dans lequel on développe un bilinguisme précoce, par exemple franco-japonais, hein, mais qui concerne une toute petite partie de la population. Alors bon, on peut considérer que c'est à visée universaliste selon le propos de Laurent Gaillot, mais ça concerne la formation d'une élite extrêmement ténue, et c'est même un moyen de tri, je dirais, si on le considère du point de vue de la sociologie de l'éducation, c'est un moyen de tri de la population scolaire. Voilà. Alors, une question culturelle difficilement réductible. Voilà. Alors, il y a des non-dits qui sont assez lourds hein, dans l'histoire de la Corse et dans la question linguistique et culturelle. C'est, comment dire, je ne vais pas dire l'italianité de la Corse parce que ça risquerait d'être mal compris, mais l'insertion profonde, historique, qui a duré plus de 20 siècles de la Corse dans le monde italique. Je préfère dire le monde italique parce que italique est connoté en termes civilisationnels, mais pas en termes idéologiques. Bon, l'unité italienne, ça date des années 60, hein, du 19e siècle. Donc la Corse fait partie de cette ère culturelle, linguistique, civilisationnelle, bien avant l'unité italienne. Mais j'ai retenu ces 2 éléments qui donnent, comment dire, qui rendent compte de la présence de la Corse à la fois dans l'Italie du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Et puis également de sa présence dans l'esprit italique, ce que j'appellerais l'esprit italique. À gauche, vous avez une représentation de la Corse dans la galerie des États pontificaux, donc au Vatican. Alors, bon, moi, je pensais que c'était quelque chose, un format relativement restreint. Hein. Donc, c'est ainsi qu'elle apparaît, tête en bas. Hein. C'est un format relativement restreint, un tableau de 2 mètres sur 1 mètre, si vous voulez. Or, non, c'est quelque chose de monumental. Ça prend, disons, à peu près la dimension du rideau derrière moi. Donc, c'est dans une salle, c'est extrêmement impressionnant. Et ça montre aussi la place de la Corse dans ce monde italique. Donc c'est contemporain de l'évolution de la construction du Vatican. C'est d'ailleurs extrêmement impressionnant parce que là, d'un coup, vous avez une sorte de flash qui vous réinstalle dans une histoire qui a disparu de votre conscience. À droite, vous avez l'église de San Crisogono, qui est dans le quartier de Trastevere.
quartier de Trastevere, près du Tibre, à Rome, et qui est le quartier des Corses, le quartier historique des Corses. Alors les Corses étaient des commerçants. Vous avez peut-être entendu parler de la garde du pape, qui a été dissoute sous Louis XIV. Et il y a une tradition guerrière, évidemment, une tradition militaire de la Corse, avec la garde papale, mais pas seulement. Et puis, une tradition militaire de la Corse dans toute l'Europe. Et j'espère qu'un jour, Battieri, qui a fait une thèse monumentale sur cette histoire militaire, aura la fortune de la publier. Mais dans cette église de San Crisogono, vous avez des Corses illustres de Rome qui sont inhumés dans la crypte. Voilà. Donc vous voyez que vous avez, on peut parler pratiquement d'un quartier, peut-être pas d'un quartier corse, mais d'un quartier à forte présence corse. Et par exemple, les Corses sont spécialistes du commerce du poisson dans Rome depuis le XVIe siècle. Voilà. Donc il y a une présence économique, culturelle, on peut dire à peu près totale, des Corses dans Rome. Alors, un autre exemple, ça c'est la chapelle de Cambia, qui est un tout petit village en Castagniche. Et vous avez cette fresque. Alors j'ai choisi celle-là. Pourquoi? Parce que vous avez deux époques. Vous avez l'époque du Moyen-Âge, au fond, avec l'abside. Et puis vous avez le maître-autel devant, qui est un maître-autel de l'époque baroque, qui est donc construit avant la présence française. Alors, cette église, ces fresques, elles sont faites par des maîtres italiens qui se déplacent des côtes toscanes et qui ont des banchi. Les banchi, ce sont des ateliers artistiques auxquels participent de jeunes Corses qui partent se former de l'autre côté de la mer et qui reviennent avec leurs maîtres. Donc, ces peintures murales, ces fresques, la fresco, donc la peinture sur l'enduit frais, elle est faite à la fois par des maîtres italiens et par de jeunes Corses qui deviendront par la suite eux-mêmes des maîtres en Italie. Donc il y a une continuité des flux culturels en même temps que les produits économiques. Vous avez des produits culturels et une circulation des hommes et des biens immatériels qui se produit de part et d'autre de la Méditerranée. Alors l'hôtel baroque, donc, il est toujours je l'attribue toujours à cette période italique, évidemment, puisque là, on est après le concile de Trente, donc à partir du XVIe siècle. Et les couleurs que vous avez, ce sont les couleurs du baroque, de l'art baroque que vous retrouvez dans la ville de Rome. Voilà. Ce sont des couleurs dominantes, cette espèce de blanc un peu pâle, cette espèce d'ocre rouge, les ocres. Voilà. Vous allez à Rome, vous allez retrouver exactement ce même type de couleurs que vous retrouvez dans nombre d'églises baroques en Corse. Donc tout ça rend compte d'une imprégnation extrêmement profonde et d'une irrigation, je dirais, du tissu humain civilisationnel. La mer n'est pas une séparation. La mer n'est pas une séparation. La mer, c'est un pont. Voilà. Donc Brodel a parlé de la Méditerranée, parlait des plaines liquides de la Méditerranée. Je crois que là, on a un exemple magnifique de la mer Tyrrhénienne comme plaine liquide. Alors voilà, une présence durable de l'italien. Ça, c'est une plaque. Vous voyez, questa fontana con la beveratoio è un dono che ha fatto al comune il signore Agostini Cesare Augusto, costruito nell'anno 1910. Voilà, avec un proverbe. Donc, une plaque en Corse, posée, donc c'est une fontaine, c'est une personne à Santa Maria Podio, près de Cervione, qui a construit cette fontaine pour le village, qui en a fait don à la commune, et il a demandé donc une reconnaissance par la position de cette plaque. La loi sur l'obligation scolaire, donc avec le français obligatoire, l'école gratuite, laïque obligatoire, et la langue française qui exclut toutes les autres, c'est 1881. Nous sommes donc en 1910, donc 29 ans, si je ne me trompe pas, après la promulgation de la loi, ce qui veut dire que ça n'est pas parce qu'on édicte une loi, qu'on édicte une norme institutionnelle, que sociologiquement, ça devient une réalité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut renverser le problème de la co-officialité. Et Jacques Thiers l'exprimait très bien hier. La co-officialité, si on la vote, ne va pas entraîner une transformation radicale de la situation des langues et des rapports de domination entre les langues du jour au lendemain.
cela se fera avec le temps. Ça veut dire qu'il va falloir que la réalité nouvelle institutionnelle devienne une réalité sociologique. Quand est-ce que ça devient une réalité sociologique? C'est lorsque les gens agissent au quotidien sans plus se poser de questions d'ordre idéologique vis-à-vis de leur propre choix linguistique. Voilà. Mais tout ça, il faut du temps, ça se construit. Le français ne s'est pas imposé en Corse sans difficulté. Il a fallu beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça paraît naturel de parler français. Mais les sociolinguistes savent très bien que les langues, il n'y a rien de naturel en matière de langue. Ce sont des objets socialement construits, comme ils les appellent. Voilà. Donc, intégration difficile dans l'ensemble français, malgré la conquête. Quelques exemples que je tire par exemple d'Eugène Guérard. En 1830, les étudiants corses constituent encore la majorité estudiantine halogène la plus importante à l'université de Pise, 1830. Donc il y a des étudiants étrangers, hein, c'est normal pour l'université, mais les Corses sont les plus présents en ce qui concerne les étudiants de l'extérieur. Il y a une situation d'hégémonie définie par Jean-Baptiste Marcellesi vis-à-vis de l'italien, c'est-à-dire que la situation d'hégémonie linguistique, c'est quand les gens, par exemple, parlent de langue et choisissent par commodité, en se disant que c'est plus avantageux pour eux, ce qu'on appelle la langue dominante par rapport à la langue qui ne donne pas accès à un certain nombre de produits, de faveurs, de services. Hein. Donc, alors deux exemples. Hein. Une fois donc en état de lire le latin qu'il ne comprenait pas encore, et l'italien qui était la langue maternelle, c'est Patachini Pinelli, qui a fait une histoire de l'instruction en Corse avant l'annexion. Vous voyez qu'il appelle en 1894, le Corse n'est pas présent dans la conscience linguistique des Corses. L'italien est la langue maternelle. Et Francesco Ottaviano Renucci, qui a été le directeur du collège d'enseignement secondaire et qui, à ce titre, a contribué à l'implantation du français en Corse, parle de notre langue, l'italien. Alors, s'il y a bien un livre à lire sur l'histoire culturelle de la Corse, il y en a deux, entre autres. Hein. Il y a le livre d'Eugène Guérard, bien sûr, et puis il y a les mémoires de Francesco Ottaviano Renucci, de Jacques Thiers, qui est un livre absolument, où vous allez saisir, je dirais, le mouvement de francisation, justement sur le plan idéologique et sociologique. Ça, c'est un livre, ce sont deux livres d'enrichissement personnel. Enfin, il faut rappeler que les étudiants corses ont participé activement, enfin ceux qui étaient dans les universités italiennes, au mouvement du Risorgimento. Et quand ils avaient des problèmes avec la police de l'Empire austro-hongrois, ils venaient se mettre au vert en Corse, parce qu'ils étaient quand même relativement turbulents. Voilà. Alors, des exemples tardifs. Hein. Marie-Jean Vinciguer, qui a publié un livre en 2011. Son grand-père, Orsu Domenico, menuisier de son état, préférait la poésie au rabot. Il a entraîné son fils Orsu Francesco, le père de Marie-Jean, sous le châtaignier tutélaire du Valdo. Et là, il lui lisait la Gerusalemme liberata. L'enfant ravi s'initiait à la poésie du Tasse. Voilà. La poésie du Trecento, donc de la Renaissance italienne. Elle circulait, je dirais, dans le peuple, qui ne savait pas forcément lire et écrire, mais qui était capable donc de déclamer de la poésie savante italienne. Et enfin, Pietro Luciana, qui transcrit en quelque sorte la disjonction culturelle. Sur le continent italien, je ne connais personne. De nature timide, je me sens incapable en quelques semaines de nouer une quelconque relation solide. Voilà. Alors que, lorsque les Corses allaient en Italie, erano Casasoia, voilà, ils débarquaient toujours chez un Corse qui allait les conduire, je dirais, qui allait leur dire bon, tu vas faire telles études, tu vas venir avec moi, etc. Ils étaient pris un peu par la main. Là, il y a une rupture sociologique qui s'est installée. Et Pietro Luciano, évidemment, c'est quelqu'un d'éminemment intéressant, puisque c'est le premier écrivain corse avant Sant'Ugazano, avoir publié les Berzi Italiani e Corsi, c'est à peu près 400 pages, dont la moitié sont des poésies écrites en italien et la moitié des poésies écrites en corse. Donc on a une espèce de... Vous assistez à un mouvement d'autonomisation de la langue par rapport à l'italien qui conserve malgré tout encore son prestige, l'autonomisation définitive, faisant elle avec Sant'Ugazano, avec la publication de la Tramontane en 1896. Bon, je vais passer
sur les éléments qui sont ici, la tramuntana, Cispra, parce que ça, c'est bien connu. La relation un peuple, une langue. C'est intéressant chez Sant'Ugazzano, parce que Sant'Ugazzano, quand il écrit en 96, il n'a pas de revendication politique. Hein. Il met la langue corse en scène. Il n'utilise plus l'italien alors qu'il a été formé en italien, comme tous les gens en Corse jusqu'aux années 1850-1860. Il choisit volontairement le corse, mais il dit ceci à un moment donné. Et il se replace, je dirais, dans la lignée romantique de la langue du peuple et de la nation. Un peuple incapable de parler l'idiome de son pays, qui n'entend plus les douceurs musicales de la voix qui a bercé son enfance et consolé ses mots, oublieux des enseignements les plus nobles et les plus sacrés de la famille, prononce sa propre sentence de mort. Ça, c'était des choses qu'il ne disait pas au début de la Tramontane. Mais vous voyez que le lien entre revendication linguistique et politique est fondé. Alors, il y a des faits qui sont pas très bien connus. Il y a, au XIXe siècle, une politique discriminatoire à l'égard des Corses en matière d'économie et de liberté de déplacement, dont Sampiero Sanguinetti parle dans un ouvrage qui s'appelle Le complexe de Pénélope. Et il a étudié les archives de l'Assemblée nationale et on découvre des choses assez impressionnantes sur la liberté de déplacement. Bon, il est très difficile, à la fin du XIXe siècle, pour un Corse de sortir de l'île. Il faut véritablement montrer patte blanche. Et ces travaux montrent qu'il y a en quelque sorte une forme d'assignation à résidence non dite. Voilà. Les Corses ne sont pas traités comme l'ensemble des autres Français. C'est une réalité. Et puis, il y a évidemment la grande rupture du début des années 60 avec le capitalisme agricole sur la plaine orientale et un début de développement touristique qui marque l'entrée de la Corse dans le système marchand et l'abandon de ce que Wanda Dressler-Oloan, qui est une anthropologue, nomme le principe de la déditio. Alors, le principe de la déditio, c'est quoi ? Ça me semble intéressant parce que ça permet de comprendre les relations de la Corse avec l'extérieur. Disons que le principe de déditio, selon elle, c'est le principe d'une suzeraineté reconnue. C'est-à-dire que la Corse délègue sa souveraineté à une puissance extérieure à condition qu'elle puisse conserver un certain nombre de caractéristiques majeures qui lui sont propres, en matière économique, en matière culturelle, en matière juridique. Et donc, si vous voulez, l'entrée dans le système marchand provoque une accélération de l'entrée dans le système de droit commun. Vous voyez les discussions qu'il y a aujourd'hui, par exemple, quant à l'abandon des arrêtés Millau, quant à une nouvelle fiscalité. Vous voyez que toutes ces discussions actuelles sont liées avec des problématiques très, très anciennes et qui ont rapport avec cette fameuse déditio qui me semble un concept opératoire. Bon, alors après, il y a toutes les avancées institutionnelles sur lesquelles je ne vais pas revenir. L'article 7 dans la loi de janvier 2002 qui pose des dispositions exceptionnelles pour la langue corse, qui inscrit la langue dans l'emploi du temps des écoles, des collèges, des lycées. Et ça n'existe pour aucune autre langue en France. C'est ce qui me permet de dire que le corse est une langue minoritaire, une langue régionale qui en France a réussi. C'est une langue qui a réussi parce que vous avez aujourd'hui 30% des élèves qui sont dans l'enseignement bilingue. Alors, tout est relatif, bien entendu, dans cette réussite. C'est une langue qui a réussi par rapport à l'ensemble des autres langues régionales dans l'Hexagone. Aucune n'est arrivée à avoir un système... Parce que là, ça, l'article 7, c'est une base juridique de protection. Voilà. La co-officialité, ça sert à quoi aussi? Ça sert à avoir une base juridique de protection. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsque vous prenez une décision en matière institutionnelle, vous avez ce qu'on appelle à la préfecture le contrôle de légalité ou dans les administrations. Et si vous n'avez pas un dispositif juridique linguistique de protection, le contrôle de légalité vous bloque. Voilà. Alors, et évidemment, si le contrôle de légalité bloque, le préfet peut déférer devant le tribunal administratif et après on tourne en rond dans le bocal, si on reprend l'expression de Jean-Marie Comiti. On a évidemment le projet de co-officialité qui a été adopté le 17 mai 2013 à une large majorité, ce qui laisse à penser quand même que la revendication a abouti à une forme de réussite, même si on attend évidemment des éléments de concrétisation plus avancés. Alors, il y a entre la Corse et le reste de l'Hexagone, entre la périphérie et le centre, une incompréhension ancrée, malheureusement, et une sorte de distance radicale.
Alors, vous avez ici un extrait du rapport de l'IGAENR, bon, qui n'est pas malveillant. L'IGAENR, c'est l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Et vous avez cette phrase, page 2. Alors, l'IGAENR étudie les académies et pond des rapports sur le fonctionnement du système éducatif dans les académies. Un tel passé ne peut pas... Elle parle de l'histoire de la Corse, de ses spécificités. Alors, je crois que c'est le seul rapport. Il y en a un ou deux où on parle des spécificités culturelles dans les rapports à propos des académies. Mais jamais de cette façon qu'à propos de la Corse. Vous avez cette phrase, un tel passé ne peut pas ne pas laisser de traces, on parle de l'histoire, la méfiance vis-à-vis de tout pouvoir central et des décisions qu'il prend, la promptitude à affirmer une spécificité corse, en sont les deux éléments les plus caractéristiques. Donc vous voyez, un rapport de l'inspection générale, qui est quelque chose d'extrêmement, censé être extrêmement formel, qui prend en compte, bon, là, c'est pas comme ailleurs. Voilà. Et puis après, vous avez, vous avez l'autre côté, bon, disons, l'autre vision. Une vision qui nous renvoie, je dirais, à quelque chose de plus caricatural et quelque chose qui est hérité de la littérature du XIXe siècle. Voilà, c'est fait, le continent a tranché, il ne veut plus de son île de beauté, il est écœuré de la sanglante ardeur que met à son autodestruction cette splendeur indécrottable et inamendable. Indécrottable, inamendable. Vous voyez le choix des vocables, hein. Il n'a jamais compris ses façons d'être, mais là, il a même fini de s'en désoler. Désormais, il n'y a plus rien à négocier, rien à espérer, il faut juste couper les amarres et laisser dériver ce territoire au gré des vents et des courants. Voilà. C'est quand même assez fort, mais bon, c'est un article d'opinion, hein. Après tout, toutes les opinions sont défendables. On est en démocratie. Mais quand les Corses revendiquent une certaine spécificité, il y a aussi en miroir un discours sur la spécificité qui est tenu. Alors, nous pensons envoyer une image de nous-mêmes, et puis on nous en envoie une autre. Et les deux images ne se rencontrent pas forcément. Alors, on peut aller plus loin. Il y a une incompréhension ancrée, je crois qu'il ne faut pas craindre de le dire, et une sorte de distance qui est parfois radicale. Alors ça, c'est le France Inter, le 7-9h, l'émission de Patrick Cohen, que peut-être certains d'entre vous écoutez. C'est le lundi 6 mai 2013. C'est un dialogue entre Manuel Valls, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, et les auditeurs. Alors c'est à propos de la violence liée au banditisme. Une auditrice. Donc il y a un moment où la personne invitée dialogue avec les auditeurs. Je suis corse, je travaille pour la Corse, je vis en Corse, et pour moi la violence ne fait pas du tout partie de ma culture. C'est un peu désespérant d'entendre que ça fait partie de notre culture. C'est comme si finalement on ne pouvait rien faire. Alors Manuel Valls répond, les premières victimes de la violence sont les Corses, sont les français, puisque la Corse est profondément française, qui sont sur cette région, sur cette île, depuis des dizaines d'années. Oui, la violence est profondément enracinée. C'est la région d'Europe où il y a le plus d'assassinats et de meurtres. Et vous voulez que le ministre de l'Intérieur nie cette réalité qui est aussi enracinée dans la culture corse. Alors, Patrick Cohen, qui est le responsable de l'émission, moi, j'ai écouté le matin. Hein. Alors, il module sa voix. Dans la culture corse, vous le répétez ce matin, dans la culture corse, il y a de la violence. Mais vous comprenez bien que quand vous dites que dans la culture corse, tous les Corses se sentent impliqués dans la phrase. Non parce qu'ils sont les premières victimes, non parce qu'ils doivent nous aider à lutter contre cette violence. Voilà. Bon, alors évidemment, Manuel Valls est loin de résoudre la contradiction. Mais lorsqu'il dit que les Corses sont intrinsèquement violents, il culturalise la question de la violence. Et là, on a ce qu'on appelle en philosophie une contradiction ontologique, à savoir qu'un citoyen français, il est défini de façon abstraite. Il ne peut pas faire référence à telle ou telle culture. La seule culture qui est revendicable, c'est la culture universelle. Or, là, une partie de la population est renvoyée à sa propre culture. Donc, ça ne correspond pas à la définition du citoyen français. Alors là, il y a une espèce de dedans et de dehors qui est exprimée dans le discours, et une contradiction qui est insoluble, une aporie, hein, comme on dit en philosophie, donc quelque chose d'irréductible qui est exposé par le ministre. Voilà. Alors, donc ça, c'est les éléments du débat. Alors, les données factuelles. Bon, le corse, c'est une langue qui est plutôt bien ancrée dans les représentations. Donc, à gauche, vous avez l'enquête OpinionWay du 3 janvier 2013 qui a été faite pour le Conseil de la langue. Et vous voyez que les gens disent comprendre bien ou assez bien la langue à 71%.
la parler à 53%, la lire à 51% et l'écrire à 23%. Bon, ça, c'est des chiffres que vous ne retrouvez jamais pour d'autres langues régionales. Alors attention, après, il faut se méfier parce que ça, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que c'est les gens qui disent, moi, voilà, voilà. Alors, bon, vous savez, Daoudi Aldé, c'est comme on dit, quand t'es d'Alor Daouté, il y a souvent un fossé entre ce qu'on dit et la réalité. En particulier, je dirais, dans le cadre de ce qu'on appelle le conflit sociolinguistique. Alors, ensuite, à droite, on a posé la question aux gens aussi. Alors, on les interrogeait en français ou en corse. On pouvait aussi mesurer leurs compétences. C'est un questionnaire par téléphone. Interroger 500 personnes, la méthode des quotas, vous savez, comment on pratique, je dirais, dans ces études statistiques. Alors, on demande aux gens quelle a été leur langue maternelle. Alors, vous voyez, 64% le français, et vous avez 14% pour le corse, et les deux à égalité, 12%. Donc, 26% des interviewés déclarent avoir le corse comme langue maternelle, soit avant le français, soit à parité. Ce qui est en 2013 relativement important. Alors, peut-être que c'est déformé, hein, ce sont les gens qui répondent. Mais il faudrait comparer ça avec d'autres régions. Je suis sûr que l'écart est énorme, sauf peut-être sans doute avec l'Alsace. Voilà. Alors, Romain Colonne avait réalisé une enquête pour l'INSEE, une enquête dans laquelle il avait contrôlé le déclaratif, mais il avait aussi évalué les étudiants. Hein. Donc, il y avait une enquête, une évaluation de la compétence. Alors, c'est tous les étudiants de première année, hein, qu'ils soient à Corse ou pas Corse. Hein. C'est tous les étudiants qui suivent les cours de Corse qui ont été interrogés sur la fac. Donc vous avez 41% de débutants, 34% de passifs. Qu'est-ce qu'on appelle un corsophone passif? C'est quelqu'un qui comprend mais qui ne parle pas. Et 25% d'actifs. Ça, c'est obtenu en croisant les résultats des évaluations et le déclaratif. 25% d'actifs, c'est pas mal du tout. Hein, et ça correspond grosso modo aux chiffres que vous avez eu avant. Mais vous avez également ceci. Chez les étudiants, donc chez les jeunes, 7% déclarent parler régulièrement. Voilà. Donc vous voyez que vous avez un écart entre la capacité, parler, comprendre, lire, écrire le corse, et puis l'usage réel que l'on en fait d'un point de vue social. Donc vous voyez qu'il y a une distance sur laquelle je vais revenir. Ça, c'est une enquête que j'ai moi-même menée pour le compte de la DGLF avec des enquêteurs qui sont allés donc à Île-Rousse et à Bastia. Non, à Île-Rousse et à Ajaccio, sur des places publiques et dans des commerces, pour épayer, entre guillemets, la façon dont s'exprimaient les gens. Alors, vous avez deux découpages. En abscisse, vous avez les langues, le français uniquement, le corse uniquement, une autre langue, donc puisqu'il y a d'autres langues qui sont parlées en Corse. Puis après, vous avez ces signes un peu bizarres, CS avec F supérieur à C, etc. Alors ça, c'est du CS, c'est pour code switching, c'est de l'alternance des langues, c'est-à-dire l'alternance des langues, les gens parlent tantôt en corse, tantôt en français, sans mélanger. Alors avec F supérieur à C, c'est plus de français que de corse, ou plus de corse que de français, et le code mixing. Alors le code mixing, dans la même phrase, vous mélangez le corse et le français. Donc avec davantage de français que de corse, ou le contraire. Et après en ordonnée, vous avez de 1 à 5 les tranches d'âge. Les tranches d'âge de 0 à 15. Donc la tranche 1, si vous voulez, bon, on aurait peut-être pu le mettre à l'envers. La tranche 1, c'est les 0-15 ans. Après, c'est les 15-30 ans, etc. Donc si vous regardez les chiffres, globalement, bon, le corse reste quand même relativement présent. Il est aussi en contact très fort avec le français, puisque tout ce qui est code mixing, code switching, les chiffres sont assez parlants. Mais il y a un risque de bascule. Il y a un risque de bascule qui est exprimé dans les chiffres. C'est sur les tranches 1 et 2. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, les colonnes français uniquement et corse uniquement, pour 3, 4 et 5, pour les chiffres, bon, vous voyez que pour les 4 et 5, donc c'est les tranches d'âge les plus âgées, le recours au corse est quand même relativement important, hein, voire éventuellement dominant. Après, en 3, non. Mais vous avez un effondrement dans la tranche 15-30 ans. Et puis on dirait que bon, dans la tranche 0-15 ans, il y a un petit quelque chose. Mais bon, ça demande d'autres enquêtes. Mais vous voyez que vous avez une tranche qui est problématique. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, l'ancrage sociologique de la langue, il peut s'effondrer parce qu'une partie de la population, qui le parle, peut disparaître. Et là, il y a un vrai problème générationnel. Voilà. Donc évidemment, la co-officialité, elle est faite pour résoudre ce genre de problème. Voilà.
Alors ça, c'était une photographie que j'avais prise avant de m'embarquer, qui montre, bon, c'était le conflit des contractuels d'Air France, il y a 2 ou 3 ans, c'est à Porritt. Et donc, vous voyez que la langue, ici, vous avez la langue qui est utilisée dans des revendications économiques, d'ordre économique, et il n'y a pas de lien avec la question identitaire. Ça, c'est intéressant à noter. Regardez, vous n'avez pas de drapeau corse. Vous avez le drapeau d'un syndicat, et puis vous avez la langue qui sert. Donc, si vous voulez, la langue sort je dirais, de son ère initiale de revendication identitaire dans la société. Ça devient aussi un moyen de revendication économique. Hein. C'est intéressant à noter. Voilà. Alors, un déplacement du conflit diglossique. Alors, le conflit diglossique, donc, c'est les rapports de domination entre les langues. Et donc là, je reprends ça chez Romain Colonne, qui a sorti un livre qui s'appelle « Les paradoxes de la domination ». Donc, il y a le cadre diglossique tel qu'il a été défini dans les années 70, bon, qui renvoie la langue dominée à la langue du privé, la langue corse, donc avec une répartition diglossique qui est extérieure au sujet, c'est-à-dire que bon, le corse, on va s'en servir à la maison, le français, on va s'en servir à l'extérieur, le français, on va s'en servir pour tout ce qui est bien, entre guillemets, le corse, c'est pour tout ce qui relève de la confidence, de la connivence, du rapport familier. Eh bien, bon, les politiques publiques, encore, si vous regardez en haut à droite, toute l'action de l'Assemblée de Corse, la revendication de co-officialité, elle vise à effacer le cadre diglossique, c'est-à-dire à effacer les rapports de force entre les langues. Et il semble que le conflit diglossique traditionnel, tel qu'il a été défini par la sociolinguistique des langues minorées, en particulier la catalane, qui est dans l'espace public institutionnel, eh bien, il se transfère chez le sujet. Pourquoi je vous dis ça? À cause de ceci. Les 7%, vous voyez, vous avez 25% de jeunes qui peuvent être, qui ont une compétence active, eh bien, qui n'utilisent pas cette compétence, je dirais, dans leurs relations, dans leurs interactions linguistiques, en particulier avec leurs pairs, les jeunes de leur âge. Alors, maintenant, je vais passer à la dernière partie de mon exposé, donc, de la langue, de l'identité et de l'éducation. La langue, l'autonomie politique, ce sont des moyens de résistance identitaire et des moyens de résistance à l'absorption complète par le système marchand, celui dont j'ai parlé, le système marchand qui s'est installé dans les années 60. Bon, pour ceux qui avons connu la Corse du début des années 60, on peut considérer qu'Ajaccio et Bastia, c'est quasiment des villages. Vous avez peine à imaginer ce que peuvent être Ajaccio et Bastia. Ajaccio, quand je suis gosse, c'est 15-18 000 habitants, tout au plus, avec des villages pleins partout. Bastia, c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la situation s'est totalement inversée. La région bastiaise, c'est 80 000 habitants. La région ajaxienne, c'est la même chose. Les villages sont vides. Vous voyez ? Donc, c'est une autre vision des choses. Alors, il y a eu en Corse, depuis la création de l'Assemblée de Corse, une réflexion approfondie du personnel politique et qui est constante, bon, en particulier en matière de langue, mais pas seulement, que l'Assemblée était sous majorité de droite ou sous une majorité de gauche. Je vous rappelle que le premier vote sur le bilinguisme officiel, c'est 1983, puisqu'on demandait un bilinguisme intégral à l'école et dans la société. Donc Pierre Mauroy, le Premier ministre de l'époque du premier gouvernement de gauche, avait refusé. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau, c'est une revendication. 83-2013, ça fait 30 ans. Hein. Voilà. Et bon, je rappelle ces propos de Pierre Diong, hein, qui est le conseiller en charge de la langue. En ce qui me concerne, je suis convaincu qu'un statut d'officialité est nécessaire à la sauvegarde de la langue corse. La co-officialité, ça s'aligne sur le modèle de la co-officialité catalane, sur le modèle catalo-espagnol. Alors, Pierre Diong a toujours, il s'agit en sorte que notre langue nous aide dans la gestion des politiques publiques liées à l'éducation et à l'intégration. Alors voilà, ça me permet de faire le lien avec la question de l'intégration de la société multiculturelle. L'Assemblée de Corse, je dirais, avec sa majorité de droite, avait parlé d'une éducation bilingue pour conduire au plurilinguisme également. Et la nouvelle majorité n'a pas renoncé, je dirais, à ce principe. Alors, il faut s'intéresser à présent, il faut réfléchir au lien langue-identité, évidemment. C'est là-dessus que je voudrais travailler sur le lien langue, identité, culture. Alors il faut bien entendu surtout ne pas essentialiser la question de la langue, la question de l'identité.
Les identités des sociétés, des groupes ethniques n'ont jamais été statiques, fixes comme des objets monochromes et monoculturels exposés dans un musée pour la postérité. Ça, ce serait une patrimonialisation d'ailleurs. Et c'est une illusion de croire qu'elles pourront le devenir quand le rythme des changements globaux est aussi rapide qu'il est aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler qu'au XIXe siècle, vous l'avez lu tout à l'heure, c'est l'italien la langue maternelle des Corses, ce n'est pas le corse. Voilà. Quand les Corses répondent à l'enquête d'OpinionWay en 2013, c'est le corse qui est la langue maternelle. Donc il y a eu un changement. Ce changement, il s'est construit par l'histoire. Voilà. Alors, il y a deux non-dits, de mon point de vue, dans la revendication insulaire. Du point de vue interne, c'est l'origine linguistique du corse. Du point de vue externe, c'est les rapports entre la Corse et le Maghreb en raison de l'histoire de la colonisation. Alors, sur le non-dit interne, il y a une rupture avec l'italien, rupture obligatoire de par l'histoire, la culture italienne, qui est engendrée par des conditions socio-historiques que nos générations ne maîtrisent pas, puisqu'elles en héritent. Il y a une ambiguïté politique et culturelle dans l'entre-deux-guerres sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui a coûté cher à certains, soit de par leur choix, soit de par l'objet, soit à cause de la répression dont ils ont fait pour certains injustement l'objet. Il y a un choix stratégique qui a été fait après le vote de la loi d'Exxon. Ça, c'est assez mal connu. La loi d'Exxon, en 1981, on a refusé son bénéfice aux Corses, à l'italien ou au flamand. Pour quel motif? Parce qu'on a dit que c'est des dialectes de langue étrangère. Le corse, c'est un dialecte de l'italien, le flamand du hollandais et l'alsacien de l'allemand. Pourquoi? Parce que la loi d'Exxon, elle est pour ce qu'on appelle aujourd'hui les langues de l'hexagone, les langues des minorités historiques de la France hexagonale, le catalan, l'occitan, etc. Et le corse n'est pas une de ces langues. Historiquement, il ne l'est pas. Donc, à un moment donné, lorsque, je dirais, les responsables de la future association, le Montese, de la publication, qui ont créé l'association Lingua Corsa, ont mené campagne pour la langue corse, ils ont été obligés de couper le lien avec la langue italienne. Lorsqu'ils sont allés prendre les députés par la Manche, Giacomi, Jean Zuccarelli à l'époque, eh bien, ils ont été obligés de faire référence au corse pour le corse. Voilà. Alors, ce n'était pas une langue originaire de l'Hexagone, mais c'était une langue dont il fallait absolument occulter l'italianité. Pour quelle raison? Parce que juridiquement, il fallait qu'elle entre dans le cadre. Après, pour ceux qui avons été enfants donc, dans cette période, l'Italie était très mal vue à cause de l'occupation italienne. Hein. L'italien era lucchese. Voilà. Donc, il y avait une antipathie extrêmement forte à l'égard de ce peuple. Alors, ça a engendré évidemment des tensions au plan scientifique, avec les ouvrages de Pascal Marchetti et d'Olivier Durand. Mais je pense que malheureusement, bien que ce soit des auteurs de qualité, hein, ils s'appuient sur le postulat dépassé d'une continuité historico-culturelle atemporelle avec l'Italie. Oui, il y a une continuité historico-culturelle avec l'Italie qui a été rompue. La Corse a connu une rupture culturelle très forte, je dirais même terrible. Voilà. Mais aujourd'hui, la plaie, un sanglier, ça peut très bien courir sur trois pattes. Hein. Donc aujourd'hui, si vous me permettez l'image, a gauche, c'è un cignale qui peut courir entre tre zampe. Voilà. Bon, alors après, on n'est pas amputé, on n'est pas amoindri, mais il y a eu, il y a eu une intégration au sein de l'ensemble français et aussi au sein de la culture française. Donc on vit dans un autre cadre et la sociolinguistique corse a bien dû se déterminer par rapport à un cadre socio-historique nouveau, présent, qui correspondait à la réalité des faits qu'elle avait à étudier. Alors, le non-dit externe. Le non-dit externe, donc, c'est le rapport avec l'immigration maghrébine. Alors, l'immigration maghrébine, elle est en Corse, elle est parmi les plus fortes de France. C'est le taux quasiment le plus élevé avec l'Île-de-France. C'est une constante. Alors, c'est une immigration qui présente des caractéristiques particulières, par exemple avec une implantation durable. Ça veut dire que maintenant, ce sont des gens qui sont présents souvent depuis 3 générations. Alors, avec aussi des contradictions. Pourquoi ? Parce que la politique de regroupement familial est intervenue en Corse
au début des années 90, alors qu'elle a été décidée par Valéry Giscard d'Estaing au milieu des années 70. Donc elle est intervenue une quinzaine d'années après. Mais pour les Maghrébins qui s'étaient déjà installés en famille, eh bien, on en est à la génération des petits-enfants. Voilà. Par contre, bon, vous avez une immigration portugaise qui a moins tendance à s'installer en termes statistiques, même s'il y a aussi de l'implantation durable. Donc, vous avez aujourd'hui aussi une immigration plus récente d'origine slave, avec les travailleurs polonais et roumains. Mais enfin, je veux m'intéresser à celle-là pour des raisons un peu particulières. D'abord parce que les Corses ont été un fer de lance de la colonisation. Les Corses représentent, ce qui est énorme, l'armée d'Afrique, donc l'armée qui servait en Afrique, dans l'ensemble de l'Afrique, 5% des officiers et 25% des fantassins. C'est absolument extraordinaire comme représentation démographique par rapport au reste de la population française. Voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Corse, avant la guerre de 14, a vécu une crise économique très grave qui avait commencé à être résolue par l'immigration des Corses vers l'extérieur, en particulier vers les colonies, et qui s'est accélérée, je dirais, sous la Troisième République et avec les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc, les Corses ont été des colons. Les Corses ont été des colons, c'est-à-dire qu'ils ont profité de ce qu'on appelle l'échange inégal entre le colonisateur et le colonisé. Alors, Albert Memmi, alors vous voyez le nom Memmi, c'est pas un Corse, hein. C'est pas un Corse du Niolo, Memmi, puisqu'il y a des Memmi dans le Niolo. C'est un philosophe juif tunisien, voilà, aux ascendances italiennes. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le portrait du colonisé, dont j'ai l'édition de 1973. Et il parle, je dirais, des vagues de colonisation, des colonisateurs. Et il parle ce qu'il appelle c'est lui qui les appelle comme ça, les mystifiés de la colonisation. Alors, il met entre autres les Italiens et les Corses. Alors, les Italiens, les Espagnols et les Corses. Et il parle des Corses et des assimilés de fraîche date. Il dit « Les assimilés de fraîche date se situent généralement bien au-delà du colonisateur moyen. Ils pratiquent une surenchère colonisatrice. Ils étalent un mépris orgueilleux du colonisé et rappellent avec une insistance leur noblesse d'emprunt que vient démentir souvent une brutalité roturière et leur avidité. Trop étonnés encore de leurs privilèges, ils les savourent et les défendent avec inquiétude et âpreté. Et lorsque la colonisation vient à être en péril, ils lui fournissent ses défenseurs les plus dynamiques, ses troupes de choc et quelquefois ses provocateurs. Et ça, malheureusement, ça correspond à des réalités très dures des indépendances, je dirais, du Maghreb. Voilà. Alors, ce n'est pas propre aux Corses, mais ça parle entre autres des Corses. Et si vous voulez en savoir plus, vous lisez un ouvrage de Michel Manon, qui est sorti au début des années 2000. Et il vous explique certains faits qui se sont déroulés dans son enfance à Alger, au temps de l'OS. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Bon, c'est très difficile d'imaginer aujourd'hui ce qu'a pu être la relation coloniale et le degré de violence qu'elle peut atteindre et le degré de violence dans lequel les gens peuvent verser d'un côté comme de l'autre. Alors, évidemment, ce temps-là est passé. Mais je m'intéresse aux études de Jean-Michel Giac, qui enseigne chez nous à la fac en 2011 et 2013, qui s'est intéressé aux Marocains et à leur rapport aux langues. Alors d'abord, les Marocains se caractérisent sur la plaine orientale par une certaine vitalité dans la transmission linguistique. C'est un fait assez original en France, alors que les langues, alors les Marocains parlent de deux langues, ou bien l'arabe dialectal ou bien le berbère. Généralement, c'est plus le berbère en Corse d'ailleurs que l'arabe dialectal. Parce qu'ils viennent d'une certaine région, ils viennent plutôt de la région du Rif, qui est une région montagneuse. Après, ils font comme faisaient les Corses. Quand il y en a un qui part, celui qui est arrivé, qui s'implante, fait venir les autres. C'est un grand classique de l'immigration. C'est pareil aux États-Unis pour les Italiens, à New York. Voilà. Donc, eh bien, la langue se transmet assez bien du grand-père aux petits-enfants. Or ça, dans la France hexagonale, ce n'est pas le cas. Il y a un taux de transmission, pour ce qu'a pu en retenir Jean-Michel dans son étude, d'à peu près 25%, voire plus. Ce qui est excellent dans les conditions actuelles. Alors, bon, il a noté chez les Marocains une certaine appréhension, une certaine retenue vis-à-vis de l'apprentissage du corse. Voilà. Plus chez les adultes et chez certains jeunes.
Alors, ce qui est évoqué, en général, c'est la question du racisme. On est raciste avec nous, alors pourquoi on apprendrait la langue de ceux qui sont racistes? Bon, c'est un argument qui, comment dire, c'est un argument émotionnel, évidemment, c'est un argument passionnel. Mais je crois que des arguments émotionnels et passionnels, il y en a de tous les côtés. Hein. Et c'est avec cela que nous, à l'université, nous essayons de prendre de la distance pour comprendre, comment dirais-je, les ressorts des mécanismes sociaux qui les génèrent. Alors, il peut y avoir les choix de l'acteur rationnel. Bon, il vaut mieux apprendre, sans doute, pour un immigré, les langues les plus utiles à la promotion sociale. Pourquoi je vais perdre mon temps à apprendre du corse, alors que si je veux m'intégrer, c'est par le français qu'il faut passer. Est-ce qu'il y a un retour du refoulé? Là, il faudrait faire des enquêtes pour le voir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'ancien antagonisme colonial et que les Corses ont été des colons et des colons durs avec les Maghrébins. Et donc, les Corses parlaient corse. Et le corse était une des langues des colons aussi. Voilà. Alors, comment c'est perçu après en retour? Et puis, bon, alors la réaction au racisme, est-ce qu'on peut parler d'une conduite en miroir? Oui, il y a des éléments de conduite en miroir de la part des Corses et de la part des Maghrébins. Des éléments de conduite en miroir qui peuvent s'expliquer sans doute par une hypothèse. La peur de l'anomie. La peur de l'anomie, c'est l'absence de repères et de normes. Le Marocain peut réfléchir, le Marocain peut réfléchir de la façon suivante. Pourquoi je vais apprendre le corse, qui est la langue des racistes, si je généralise, voyez, et je vais abandonner ma langue. Donc je vais perdre mes propres repères pour prendre ceux d'une langue et d'une culture dont ceux qui la parlent et qui la pratiquent ne veulent pas que je la partage. Et les Corses peuvent penser en retour, et ça a été des confidences qu'a recueilli Jean-Michel. Oui, mais alors, bon, on n'est plus là-bas, on n'est plus en Afrique du Nord, on a dû rentrer chez nous, très bien, ils avaient droit à leur indépendance. Et maintenant, ils viennent chez nous, des fois, on n'a plus de travail, et puis en plus, ils vont même apprendre notre langue. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas forcément volonté de partage. Alors, tout ça, comment dire, ce n'est pas partagé par l'ensemble de la population, mais ce sont des questions qui agitent les gens. Je vous rappelle quand même que le Front National, aux dernières élections présidentielles, a fait 25% donc des votes, ce qui n'est pas rien. Hein. Voilà. Donc, je me situe aussi dans les problématiques actuelles, celles qui renvoient à notre quotidien le plus prosaïque. Voilà. Alors, la culture. On peut s'interroger sur la culture. Est-ce que c'est un donné, quelque chose de préexistant qui construit les individus et les collectifs, quoi qu'il arrive, et sans que ceci n'ait une grande marge de manœuvre sur l'héritage à transmettre selon la vision culturaliste. C'est-à-dire, bon, la définition culturaliste, j'agis dans une culture parce que je suis déterminé par elle. Ben, ça, c'est la vision de Valls, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Est-ce que c'est une construction permanente en situation d'interaction complexe entre des individus qui perçoivent et interprètent des stimulations, des sollicitations de leur environnement et de leur pairs? Est-ce qu'il n'y a pas de background? Est-ce qu'il n'y a pas de passé dans la culture? Non. Dans la culture, il y a du passé et il y a ce que construisent les acteurs sociaux dans leurs échanges. Il y a les deux, il y a le croisement. Et il y a une très belle phrase de Norbert Elias, qui est un sociologue allemand que je ne saurais vous conseiller de lire, qui dit « L'individu est à la fois la monnaie et le coin qui la frappe. L'individu est au carrefour de l'histoire de sa famille, de sa société et de ce qu'il est capable d'inventer en tant que personne. C'est le produit de cette interaction. » Voilà. En tout cas, voilà quelle est ma conception de la culture. Alors, l'identité, ça n'est pas quelque chose de statique, et il faut s'interroger sur la question de l'identité collective et individuelle. L'identité individuelle, il y a quelqu'un qui nous en a très bien parlé il n'y a pas longtemps, c'est Vincent Descombes, qui est un philosophe, qui est venu ici, qu'on avait invité pour un séminaire. Alors, la définition de l'identité, historiquement, c'est ce qui est identique, ce qui est pareil. Eh bien, voilà. Ça a la même identité. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Ça renvoie, c'est le même référent. Voilà. Donc, similitude totale. L'identitaire, c'est ce qui est différent. Ce qui fait que moi, je suis un X différent de tous les Y, etc. Possibles. Voilà. Alors, dans la conscience, dans l'identité individuelle, eh bien, il y a la présence de la subjectivité, qui exprime donc la présence du sujet, c'est l'individu conscient, et de la conscience qu'il a de lui-même.
nous avons tous une subjectivité. Mais en même temps qu'il y a une subjectivité, il y a une subjectivité collective. Cette subjectivité collective, elle contribue à l'existence de cette identité, de l'identité collective. C'est une subjectivité partagée qui repose sur ce que Castoriadis, cité par Descombes, appelait l'imaginaire instituant. C'est-à-dire que, les Corses, nous allons nous définir à partir d'un certain nombre de principes qui font partie de notre imaginaire collectif. Il y a des imaginaires. Toutes les sociétés, tous les peuples, tous les groupes ont des imaginaires. Et même aucun individu n'existe comme un atome séparé des autres dans la société. François de Singly est un sociologue qui dit aucun individu ne peut exister sans sentiment d'appartenance. À un groupe, à une famille, à un parti politique, à une croyance religieuse. On a besoin de s'ancrer dans quelque chose et donc on a besoin de s'accrocher à un imaginaire collectif, ce fameux imaginaire instituant. Alors, cet imaginaire instituant, il vit en présence du pouvoir constituant et du pouvoir instituant, c'est-à-dire la loi, la coutume et les mœurs, ou encore les pratiques sociales. La société, elle tient sur quoi? Elle tient sur l'imaginaire, elle tient sur les institutions et elle tient sur les pratiques sociales. Il faut mettre tout ça, je dirais, dans la composition de la dynamique sociale. Alors, là, on va avoir recours à Charles Taylor, qui est un philosophe qui s'est intéressé à la question des droits culturels. Charles Taylor, c'est un Canadien qui dit qu'on peut prendre en compte les problèmes culturels et linguistiques des identités collectives incluses dans des ensembles plus vastes si les groupes qui les portent admettent et intègrent le principe axiologique selon lequel priment les droits de l'individu, fondement de la modernité. Bon, là, je crois qu'on est vraiment au nœud du problème en Corse. Si vous voulez, l'entité corse, elle ne peut pas s'exprimer, je dirais, en pure abstraction ou en pure indépendance par rapport à la société française. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à un ensemble. Mais elle a droit à une reconnaissance suivant le principe édicté par Charles Taylor. Quelle est la condition de cette reconnaissance? Il faut que n'importe quelle Corse, d'origine ou non, qui se réclamerait d'une identité corse, eh bien, place au-dessus comme principe initial celui des droits individuels de l'homme. Donc, qui se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au fondement de tout est le principe de la liberté individuelle. C'est exactement la même chose que dit Vincent Descombes. Alors, le sentiment d'individualité, l'individu fondé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, auquel se réfère Charles Taylor, fonde le sentiment d'individualité. Ce sentiment d'individualité, je le dis, s'ancre aussi dans un sentiment d'appartenance. Vous tous, nous avons des relations avec les autres. Et Charles Taylor a une très belle phrase, il dit ceci: lorsque nous nous exprimons, c'est une partie de tous les nôtres qui parle à travers nous-mêmes. Je trouve cette phrase absolument magnifique. Il y a dans ce que nous disons des traces de nos contemporains, de notre famille en particulier et de nos ancêtres, voilà, de notre lignée. L'appartenance. Alors, l'appartenance, Descombes l'a étudiée à travers le principe de relation équistatutaire et de relation hiérarchique. Alors regardez, parce que là, c'est vraiment le... Comment dirais-je? C'est peut-être le plus difficile à comprendre, ça. C'est que, admettons que le groupe A, ce soit l'ensemble de tous les Français. Ce groupe A, il se réfère au principe universel de la liberté individuelle et des droits de l'individu, des droits de l'homme. Eh bien, le groupe B, qui serait le groupe des Corses, ne va pas demander, ne va pas présenter une revendication au niveau de la liberté individuelle et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il va reconnaître ce principe de supériorité du droit universel, de la Déclaration, par rapport au droit particulier. C'est le principe édicté par Charles Taylor. Alors, vous avez au sein du groupe A le français, alors le groupe B, ce sera le groupe des Corses, et le groupe non B, admettons, le groupe de tous les autres qui se sentent à la fois français et un peu différents de l'ensemble des Français. Alors, là, par exemple, vous pouvez mettre Latifa Ibn Zaïten. Qui est cette femme? Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Elle est venue l'année dernière parler aux lycéens à Ajaccio.
Et Latifa Imzaïten, vous voyez qu'elle a un foulard sur la tête. Vous connaissez la question du foulard, hein. C'est une question à la symbolique extrêmement forte. C'est la mère d'un des militaires de carrière qui a été tué par Mohamed Merad. Voilà. Et elle est venue parler aux lycéens, au lycée Laetitia à Ajaccio. Et elle est venue défendre les valeurs de la République. Voilà. Elle est venue défendre les valeurs de la République et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en disant qu'ils sont prépondérants sur tout. Mais elle l'a fait avec son foulard sur la tête. Et là, vous avez à mes yeux le principe, je dirais, de la relation hiérarchique. C'est-à-dire que Latifa Imzaïten a bien compris, bien intégré qu'elle est en France, qu'elle vit suivant des principes universalistes, que la référence des principes universalistes, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais en même temps, elle marque une certaine spécificité, à travers sa façon de parler, parce que, bon, elle vient du Maghreb, et c'est normal, hein. Bon, on ne peut pas ne pas être ce qu'on a toujours été. Et puis ce foulard qu'elle porte sur la tête. Est-ce que le foulard est en contradiction avec les valeurs de la République? Absolument pas à mes yeux, puisqu'elle tient un discours en faveur, donc, je dirais, du principe de la relation hiérarchique. Eh bien, voilà. Alors, il y a une contradiction, évidemment, ici, qui est posée par ce qu'on appelle les jacobins ou les républicains. Cette contradiction, elle est énoncée par exemple par Rémi Caron, qui était le président consultatif du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne de la France, donc qui s'est réuni en 2013, me semble-t-il, alors qu'Aurélie Philippette était ministre de la Culture. Et il a dit ça à des gens qui ont été interrogés par la commission. Aucune section du peuple ne peut se substituer au peuple entier. Alors, cette phrase, elle est très importante parce qu'elle a été opposée par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel lors du vote du statut Joxe, puisqu'on parlait du peuple corse, donc dans le statut. Et le Conseil constitutionnel a rejeté donc, cet article en disant qu'aucune section du peuple ne peut se substituer au peuple entier. Or, la loi française a reconnu des sections au sein du peuple, par exemple en instituant la parité entre hommes et femmes. Et donc ça a été combattu d'ailleurs par certains républicains qui ont dit non, pas de parité, on ne doit pas faire de distinction entre hommes et femmes, mais il y a la question pragmatique de comment fait-on pour promouvoir l'égalité donc de la représentation élue entre hommes et femmes. À un moment donné, il a bien fallu prendre des décisions. Les syndicats sont aussi des sections du peuple. Si vous voulez, Vincent Descombes explique que normalement, dans une société où on ne peut se définir en tant que citoyen que par rapport à sa propre individualité, les ouvriers dans les usines devraient présenter des revendications en fonction de leur propre personne et ne devraient pas s'agréger en groupe. Or, les syndicats sont des sections. Donc, il y a des sections du peuple qui existent, qui ont été instituées par la loi. Mais elles fonctionnent sur le plan social, elles ne fonctionnent pas, pour l'instant, sur le plan culturel ou politico-culturel. Enfin, sur le plan politique, oui, avec, par exemple, la parité. Donc, vous voyez que, comment dire, je finirai par Rachid Arabe, qui était le présentateur de vedette de France 2, qui a parlé dimanche dans une émission à Canal+, et qui a dit « Moi, je ne rejette aucune de mes appartenances. Mon identité est faite de plein d'identités. Je parle berbère, je suis d'origine kabyle et je me sens français. Et je ne peux rien renier de tout ça. » Voilà. Donc, Latifa Imzaïten, dans sa pratique, Rachid Arabe dans son discours, Charles Taylor et Vincent Descombes, dans leur raisonnement, posent le principe de la société complexe. Alors, l'éducation biplurilingue en Corse, eh bien, c'est une éducation qui est potentiellement plurilingue et pluriculturelle. Alors, il y a des enjeux sociologiques du biplurilinguisme en Corse. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on fait des études relevant de la sociologie de l'éducation, qu'il y a une espèce de dérive un peu insidieuse qui s'installe avec les écoles bilingues. C'est quoi ? Eh bien, ça vient du problème de la carte scolaire. Est-ce que vous connaissez le principe de la carte scolaire en France ? Quelqu'un le connaît ? Non ? Personne ? La carte scolaire, lorsque vous habitez dans un quartier, vous devez aller dans l'établissement de votre quartier. Établissement primaire, établissement secondaire. Alors, ça fonctionne toujours dans le primaire en France. Ça ne fonctionne plus dans le secondaire. La carte scolaire a été supprimée. Bon, grosso modo, les gens vont dans l'établissement du quartier. Mais ils peuvent circuler beaucoup plus facilement qu'avant. La carte scolaire est toujours appliquée dans le primaire, sauf pour les écoles bilingues. Pour permettre aux parents
qui le souhaitent de mettre leurs enfants dans les écoles bilingues, on supprime la carte scolaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'il y a une forme de regroupement ethnique dans certaines écoles bilingues. Pas dans toutes, mais dans certaines. Ça veut dire que ces écoles commencent à devenir des moyens de tri entre la population blanche et la population qui ne l'est pas. Et là, il y a un risque de ce qu'on appelle la gentrification et la ségrégation sociale. Donc, il y a un risque d'éclatement du principe d'unité du système éducatif. Donc ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui nous pousse à plaider pour la génération du bilinguisme. Il faut faire du bilinguisme quelque chose offert à tous pour éviter de pratiquer une ségrégation sociale qui commence à se développer et qui ne dit pas son nom. Alors, pour les Corses, il faut aussi s'accepter en tant que minorité historique. Là, je vous renvoie à l'ouvrage de Ferrari. Je ne sais plus son prénom maintenant. Allez, Où j'ai laissé mon âme, voilà, qui est un très beau livre qui parle du rapport entre la France, la Corse, l'Algérie. Et Alain Dimet qui a fait un article donc, sur les Corses comme minorité historique. Les Corses ont été des colons, des dominateurs. Lorsqu'ils se revendiquent en tant que Corses, ils se retrouvent en tant que minorité historique. Et c'est une revendication, une contradiction qu'il faut assumer. Et il faut enfin accepter l'idée que la Corse est devenue de fait une société multiculturelle. Mais que la Corse soit une société multiculturelle, c'est comme ça. Ni vous ni moi n'y pourrons rien, malgré tous les discours que nous pourrons avoir pour ou contre. Ce sera comme ça. Maintenant, il faut essayer d'en faire une qualité parce que, les gens sont, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Donc, il faut rendre cet espace vivable pour tous. Et donc, il faut amener tout le monde à s'accepter. Alors, qu'est-ce qui est en cause là-dedans? Eh bien, il y a un problème de double reconnaissance. Reconnaissance externe entre une communauté historique, celle des Corses, et l'État, et une reconnaissance interne, alors je fais référence à la figure du tiers, avec la prise en compte de l'ensemble des langues dans le système éducatif, dans un système aménagé et dans une relation hiérarchique, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour les questions d'identité. Voilà. Alors, je vais finir avec ces deux diapos. Il y a des tensions sociales. Alors, vous savez qu'après, il y avait eu, dans la rue droite, à Bastia Carudio-Drit, il y avait eu des affrontements entre collégiens, collégiens d'origine corse et collégiens d'origine maghrébine, dans les années 90. Et on avait fait faire, la Maison de la Culture avait fait faire un travail à Bastia aux collégiens. Et ça s'appelle, leur production s'appelle Portrait de travers de la rue droite. Et il y a une jeune maghrébine qui avait écrit « C'est marrant, nous appelons les Corses les Français quand ils sont aussi racistes que les Français. » C'est une adolescente, hein. C'est des propos d'adolescents. Hein. Nous appelons les Corses les Français quand ils se comportent avec les étrangers comme les Français se comportent avec les Corses. Et toc, voilà. Hein. Donc petite vengeance symbolique. Mais vous voyez les réactions en miroir. Voilà une autre plus douloureuse. Alors Maryse Vérarne, c'était une étudiante qui avait fait un master sur les incidents de la rue droite et qui est assistante sociale. Elle avait recueilli des interviews d'adultes, de jeunes adultes qui avaient participé aux événements de la rue droite en tant qu'adolescents. Et donc l'un d'entre eux, un Marocain, avait dit « Vous savez, on va au Maroc. Les gens vous disent « Tu es un Français, tu es de France. Quand vous rentrez ici, on ne peut pas se sentir corse parce qu'on n'est pas accepté. Donc en gros, au Maroc, on n'est pas marocain. Ici, on n'est pas corse, on n'est pas français. Mais vous êtes un être humain. Moi, je dirais, je suis corse, je suis né ici et j'ai grandi ici. Mais je ne peux pas le dire parce qu'on ne me veut pas. Et quand on va sur le continent, on est des Corses. On n'est ni de là, ni de là, ni de là. C'est de la souffrance. Vous voyez, ça, c'est, comment dire, c'est le principe de l'injonction contradictoire. Vous n'en sortez pas, il y a de quoi devenir fou. Hein. Voilà. Alors, je crois qu'il y a encore un besoin de reconnaissance partagée. Reconnaissance de la communauté corse historique par l'État, reconnaissance de l'autre par les Corses dans le cadre d'une situation multiculturelle. Bon, là, je fais référence à Axel Honneth, hein, qui a parlé du principe de la reconnaissance. Alors, il y a les travaux de l'Assemblée territoriale qui vont tous dans ce sens, donc dans un sens extrêmement positif. Et je finirai par ce petit texte. Alors, c'est une question que je pose aux étudiants de L1 de sciences de l'éducation. Donc c'est tout récent, c'est des devoirs que j'ai corrigés à propos de l'article de Cummins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle écrit ceci. Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'article de Cummins? Je vous le lis. Hein, donc c'est une jeune fille, 19-20 ans tout au plus.
d'origine maghrébine. Alors, ce n'est pas ses initiales, hein, je les ai changées pour l'anonymer complètement. Je pense que la langue... Je vous le dis parce que je tiens à le lire, parce que j'ai trouvé ça très beau. Je pense que la langue maternelle de l'enfant fait partie intégrante de celui-ci. Et lorsqu'il lui est interdit ou demandé de ne pas l'utiliser à l'école, c'est comme si on lui demandait de ne pas être fier de ce qu'il est et de qui il est. Vous voyez le principe de la reconnaissance. Il doit en quelque sorte avoir honte de son patrimoine culturel et doit s'en cacher, que personne n'entende sa langue maternelle à l'extérieur de chez lui, comme un secret qu'il n'aurait pas le choix de garder sous peine de réprimande. Ce n'est pas la langue de l'enfant qui est rejetée, mais l'enfant lui-même. J'ai la même opinion que l'auteur, il s'agit de Cummins, à ce sujet. Le bilinguisme est une nécessité dans la société, cependant il faut savoir l'appliquer en faisant en sorte que chacun s'y retrouve et surtout que rien ne se perde, langue maternelle. C'est la diversité qui fait la société d'aujourd'hui. Or, si par la mise en place du système où les enfants parleraient exclusivement le français à l'école, ceux-ci perdent certaines de leurs valeurs ou une partie de leur bagage culturel, alors il n'est plus possible de parler de société diversifiée. Bon, écoutez, moi aujourd'hui, maintenant, je suis près de la retraite, je suis professeur des universités, j'aurais bien aimé écrire ça à son âge. Voilà, je vous remercie.